Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. On va bientôt démarrer. Comme d'habitude. Du coup, bienvenue sur ce petit stream de Bonbonnier Animation. Cette fois, j'ai décidé de changer un petit peu. On va pas faire d'animation particulièrement aujourd'hui. On va faire autre chose. Ça va être un peu spécial parce que, en fait, on a commencé Bonbonnie Animation, on n'avait pas encore. Enfin, on avait déjà commencé les courts-métrages et les séries qu'on voulait vous montrer avec Bonbonnie. Du coup, on n'a pas pu faire dans l'ordre chronologique de fabrication des éléments vraiment de fabrication. Donc, on a un peu commencé pêle-mêle avec là où on en était, en fait, sur les projets actuels. Et du coup, on n'a pas pu vous montrer l'étape de scénario. L'écriture de scénario, l'écriture des dialogues, voilà, ce genre de choses. Coucou Yuna, installe-toi, je t'en prie. J'étais en train d'expliquer du coup ce qu'on allait faire aujourd'hui, et n'hésite pas, hein, prends à boire, à manger, ça va. On va commencer dans pas longtemps. Très contente de te voir là en tout cas. Et j'espère que tu vas bien. Et du coup, voilà, on n'a pas pu vous montrer en fait toutes les étapes d'écriture, vraiment, avant les étapes plutôt eh bien, visuelles de la fabrication d'un court-métrage d'animation particulièrement. Et du coup, bah là, j'étais en train de recopier en fait sur un logiciel de traitement de texte mon scénario que j'avais écrit à la main sur papier, voilà, pour que je puisse l'intégrer dans un artbook pour plus tard. Et donc bah je voulais pas non plus scanner ce que j'avais écrit parce que c'est pas toujours facile à relire. Moi aussi très contente de découvrir ton stream, je vais très bien, merci, et toi? Mais ça va, écoute, un petit dimanche tranquille, donc ça va, pas de problème. Et du coup, voilà, moi j'avais tout écrit sur papier pour mon scénario, donc c'est difficile à relire, et comme en plus c'est un outil de travail, faut pas oublier qu'il y a aussi toutes les hésitations que ça demande et les ratures, donc c'est pas forcément facile à relire tel quel. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer sur la prochaine scène. Hop. Et en fait, vous allez voir, j'ai mon logiciel de traitement de texte qui est juste là. Et je suis en train de recopier au propre ce que j'avais écrit en enlevant toutes les ratures et les hésitations et tout ça pour que vous ayez le scénario mis au propre. Avec aussi les dialogues. Parce que vous voyez que ici, bon, du coup, vous avez quelques petites infos là sur le côté de ce que je suis en train de mijoter dans mon coin. Mais voilà, il y a donc la première version, les corrections que j'avais fait. Là, j'avais séparé les dialogues par séquence parce que il avait fallu du coup que je les donne aux acteurs. Et c'est toi qui dois écrire le scénario. Bah comme c'est mon projet à moi, en fait Angus et la jeune fille cygne, c'est un court-métrage que j'ai commencé pour mon diplôme de fin d'études. Et on pouvait le faire en groupe, mais moi je l'ai fait toute seule. On pouvait aussi le faire seul. Et du coup, quand t'es tout seul, tu fais toutes les étapes, quoi. Voilà. Mais voilà, comme après j'avais pas fini pour ma soutenance, en fait, c'est quand même faut penser qu'à chaque fois ils nous disent oui, vous avez 1 an pour faire un film. Pour votre soutenance, c'est faux, en fait, puisqu'on commence en septembre et on finit en juin. Donc mine de rien, il manque. Et en plus, on a fini début juin. La soutenance s'est déroulée le début juin. Donc en gros, on a 3 mois en moins, quoi. Sans penser que bon, il y a des moments quand même, on s'arrête de travailler et on passe les fêtes de Noël en famille, ce genre de choses. Donc on n'a pas non plus tous les jours de l'année pour travailler. Oui, forcément, tu reprends le projet du coup. Et ben voilà, c'est ça. En fait, quand je suis arrivée à ma soutenance, moi, j'avais pas du tout fini le film. Parce que j'étais partie sur quelque chose de très ambitieux.
parce qu'en fait, je m'étais dit, bon, moi à la base, quand j'étais en train de finir mon école d'animation, je voulais pas réaliser. je voulais, euh, je voulais juste fabriquer en fait des dessins animés et souvent en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était le projet de mes camarades. Et sauf qu'en fait, quand j'ai commencé à voir le projet de mes camarades et tout ça, j'avais vu qu'ils avaient déjà parfois créé des groupes ou parfois ils mettaient un point d'honneur justement à le faire tout seul parce qu'ils voulaient tester cette fois de le faire tout seul. Tu as fait quoi comme école? J'ai fait l'EMCA à Angoulême, EMCA, l'école des métiers du cinéma d'animation. Voilà. Et qui a beaucoup. Enfin, le cursus que moi j'ai fait a changé quand même depuis que j'y étais. Maintenant, ils le font en beaucoup plus d'années et il y a des systèmes de d'apprentissage un peu directement dans les studios et tout ça, si j'ai cru bien comprendre. Enfin bon, ça a bougé par rapport à quand moi je l'ai fait. Mais moi à l'époque c'était quelque chose d'un peu simple où voilà on commence on fait des choses en groupe et on essaie de faire des films tous ensemble et de tester des choses pour apprendre à faire des films, puis à la fin on a notre dernière année où on nous demande explicitement de fournir un film en fait. C'est ambitieux tout seul, mais tu dois être tellement fier quand tu finis. Oui. Déjà, j'ai pas fini et je suis tellement fière de ce que j'ai fait. Donc, je pense que quand je l'aurai fini, ça va être quelque chose. Je crois toute ma vie, je serai en mode ah, c'est mon petit bébé. Et, euh, et du coup, voilà, moi je voulais pas réaliser à la base, un truc totalement contradictoire. Euh, mais je voulais faire le projet de mes copains-copines. Et sauf qu'en fait, voilà, déjà, soit ils avaient déjà créé des groupes de travail, soit ils mettaient un point d'honneur à le faire tout seul. Et en fait, ben, il y a les intervenants de l'MK qui m'ont dit, mais profite, ce sera sans doute la dernière année de ta vie où tu pourras, d'une, réaliser sans contrainte financière, parce que bah, c'est quand même un élément important à prendre en compte quand on réalise. Forcément, ça coûte de l'argent et tout ça. Et ils m'ont dit, et sans contrainte aussi du, entre guillemets, regard des autres. C'est-à-dire que quand on réalise aussi, souvent, on s'associe avec des gens, bah, souvent pour des questions d'argent, et le producteur peut parfois avoir son mot à dire sur la réalisation et tout ça. Et là, on m'avait dit, tu pourras le faire, entre guillemets, exactement comme tu veux. Ha ha ha, l'erreur. Parce que du coup, moi, je me suis dit, ok, je fais ce que je veux. Et du coup, bah, j'ai pris une histoire qui me plaisait, j'en ai fait son adaptation, et après, c'était nos limites. J'ai poussé les potards à fond. C'est-à-dire que j'ai fait le style qui me plaisait, mon style à moi qui me correspondait. À la base, je voulais même faire les décors en traditionnel, mais bon, je me suis un peu revue à la baisse, je fais tout sur ordi, mais voilà, je voulais un style aquarelle, ce qui est très dur à répliquer. Voilà, je voulais que ça parle beaucoup. Je voulais écrire des dialogues parce que je n'en avais jamais écrit. Je voulais que mon film aussi soit une énorme bande démo de tout ce que je sais faire pour trouver du travail. Donc je voulais qu'il y ait de la couleur, je voulais qu'il y ait beaucoup d'animes, je voulais qu'il y ait des animaux, je voulais qu'il y ait des humains. Je suis partie, loin, très loin, dans la stratosphère. J'ai dit adieu tout le monde. Voilà. Si un jour vous vous retrouvez dans cette situation à devoir faire un film de fin d'études, ne faites pas comme moi. Ne faites pas ça. Puisque, eh ben, j'ai pas fini pour ma soutenance, j'ai quand même eu mon diplôme, mais voilà. C'est quand même assez bizarre de présenter un film qui n'est pas fini. Et surtout, c'est que ben, on est presque 5 ans plus tard et il n'est toujours pas fini. Donc, si vous voulez votre diplôme, ne faites pas ça. C'est pas parce que je l'ai eu que ça marche à chaque fois. Voilà. Et, euh, et donc du coup, voilà, là je voulais, après, enfin pour pouvoir promouvoir un peu le film après, je voulais aussi tout rassembler mon travail de tout ce qui a été fait sur le film dans un artbook, un peu comme ce que font les studios Ghibli ou les studios Disney, ou enfin voilà, plein de studios, où j'essaie de rassembler ben, tout ce qui a été écrit, storyboardé, dessiné, même des trucs pêle-mêle, hein, des choses qui n'ont pas forcément été gardées pour le film, mais voilà, un espèce de recueil de tout le travail accompli, qu'il soit écrit ou visuel. Et je pourrais pas compiler le travail sonore, c'est difficile, et puis ça coûte cher d'éditer des CD, et en plus ça se vend plus, donc voilà. Mais, donc,
on en arrive à mon petit OneNote aujourd'hui, où là je suis en train de recopier du coup pareil, ce que j'avais écrit sur des petites feuilles volantes là, que vous entendez là. Il y en a un petit paquet et du coup j'essaie d'organiser ça, de le ranger à un endroit. Et donc voilà. On en est là. Donc ça n'a pas une réelle forme académique de scénario puisque j'ai jamais appris à écrire sous cette forme-là, parce qu'en fait c'est très contraignant. Faut être super organisé, ouais. Oui, mais on apprend en faisant aussi. Parce que je crois que j'ai quand même perdu 2-3 choses, hein, en vrai. J'ai réussi à en compiler beaucoup et je scanne régulièrement ce que j'ai fait, mais quand même. Et donc du coup, comme je disais, j'écris pas de manière académique un scénario, mais ça peut vous donner une idée un peu de ce qu'il faut noter de manière générale pour pouvoir guider les gens, parce que le scénario est un outil de travail qui va être transmis aux personnes suivantes qui vont devoir mettre en scène de manière visuelle le film, donc les storyboarders. Et du coup, il leur faut quand même un certain nombre d'éléments. Bon, là aussi, comme je savais que j'allais être à tous les postes, je me suis pas forcément embêtée et bien à faire ces formes académiques et tout qui donnent beaucoup d'éléments. J'ai fait un peu plus simplifié, mais il y a quand même aussi suffisamment d'éléments pour savoir ce qu'il faut mettre en scène. J'ai oublié, parce que la ponctuation est importante. Et donc du coup aussi, c'est la première fois que j'écrivais des dialogues pour un film. Ce qui est un exercice aussi très particulier, que même pendant un certain temps en France, dans le cinéma, c'était un métier dédié. Je sais pas si vous avez déjà fait attention quand vous regardez certains génériques de films un peu anciens, un peu dans les années 60, 70, 50 aussi, 40. Je crois que ça a commencé dans les années 40. Peut-être même un peu avant, je suis plus très sûre. Et ben, il y a le mot dialoguiste, en fait. C'est autre chose que le scénario, c'est vraiment des gens qui étaient préposés à écrire les dialogues. Donc là, moi, pour vous y retrouver un petit peu, ce que je fais, en fait, c'est que j'écris ça un peu, on va dire comme un... Enfin, j'ai fait des études de littérature, donc en fait, il y a des choses qui doivent se retrouver... Enfin, des études de littérature, j'ai fait L pour le bac, hein, je sais pas non plus, voilà. Mais bon, on m'a demandé de lire des choses, quoi. Donc j'écris des choses un peu qui peuvent se... C'est de la littérature simplifiée, en fait, c'est pas vraiment du scénario. Même si j'essaie d'indiquer extérieur, jour et tout ça, parce que attendez, je vais remonter pour vous montrer. Je vais pas me coucher. Voilà. J'ai pas numéroté particulièrement mes séquences, je les ai un petit peu nommées, mais là on peut voir par exemple séquence voyage d'Angus, extérieur, jour d'été, et après la description de ce qui se passe. En fait, c'est globalement comme ça qu'on est censé écrire un scénario, c'est qu'il y a 2-3 éléments à toujours indiquer, c'est dans quelle séquence du film on est, parce que les films sont découpés en séquences. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une séquence par rapport à un plan? Je suis en train de me demander là si quand même faut pas que j'explique ça aussi un petit peu. Je vais le faire quand même dans le doute. Un plan, c'est vraiment... Luna, je vois, ça va. Ouais, tout le monde sait ce que c'est, un plan, une séquence. Ok, parfait. Bon, je l'explique pas alors du coup. Du coup, il faut toujours indiquer dans quelle séquence on est, parce que ça va définir la charge de travail aussi du storyboarder. En général, dans un vrai film, vous le voyez bien, il y a plusieurs personnes pour chaque tâche. Donc il y a plusieurs scénaristes et il y a plusieurs storyboarders. Et le fait de diviser en séquences, ça peut permettre de diviser le travail de chacun. Et chacun peut travailler sur une séquence.
Mais du coup, voilà, dans la séquence, il y a plusieurs plans, et il faut indiquer en fait quand il y a un changement de séquence. Les changements de plan, c'est plutôt le storyboarder qui va le définir, alors que le changement de séquence, c'est le scénariste. Alors, ça se fait en fait un peu après. En fait, quand on écrit le scénario, on écrit ce qui se passe, on écrit ce qu'on veut raconter, on dit, oh là, le personnage il fait ci, il fait ça, il dit ça, et puis c'est après qu'on dégage les grosses séquences du film en disant, ah mais tiens, il y a des trucs qui se passent tout le temps dans ce lieu-là, on va dire que c'est la séquence où ils sont dans la petite maison dans la prairie, voilà. Et en fait, on divise un peu après. Et là, moi, comme je le mets au propre, forcément, vous avez l'impression que je l'ai pensé avant, mais non, faut penser que... En fait, on fait plein d'allers-retours. Mais en plus, du coup, là, ce stream, c'est bien, parce que ça vous donne un petit aperçu de choses que que je vous ai pas forcément montré. J'ai jamais montré le, le film en entier exprès. J'aimerais que vous le regardiez une fois qu'il sera terminé. Et là, du coup, vous pouvez avoir un aperçu de ce que se disent les personnages. Parce que là, je suis en train de recopier une séquence où ça parle beaucoup. Et où c'est ça que je disais, c'est un petit peu comme de la littérature simplifiée parce qu'en fait, je remets un peu à chaque fois. C'est entre de la littérature et du théâtre. Et je remets à chaque fois le nom du personnage qui parle à ce moment-là. Je donne une petite didascalie un petit peu de comment il se sent. Et, et après, je délivre le dialogue. Mais je me permets de faire des didascalies qui peuvent être entre guillemets très comment dire, complètes. Enfin, je veux dire, j'essaie parfois dans la didascalie, par exemple, des fois, je peux noter ce que la personne pense pour pouvoir justement que visuellement après le storyboarder il puisse se dire ah le personnage pense ça donc en termes d'expression de visage va falloir que je le marque, que je mette son expression de visage. Je sais pas si j'ai été très claire. Oh, j'avais pas follow, pardon. Oh non, mais y a pas de souci, Yuna, tu follow ou tu follow pas, tu fais comme tu veux. Mais c'est très gentil, en tout cas, de t'abonner. Bienvenue dans la famille Bonboni. Voilà. Ça fait très plaisir, en tout cas. Voir le film fini, quel plaisir. Oui, c'est pas pour tout de suite, malheureusement, va falloir encore être patient, mais... Ouais, faut penser aux expressions. Oui, alors que des fois, en fait, on voit bien que les didascalies de théâtre, elles sont parfois formulées de manière à ce que, comme c'est un acteur qui va le jouer derrière, bien sûr que des fois il y a ce que pense le personnage, mais aussi parfois ils font exprès de laisser à l'interprétation, puisque justement c'est un acteur qui va l'interpréter, et c'est tout le but en fait. Pour que justement il y ait de la marge de manœuvre, quoi. Enfin, je suppose que c'est souvent le cas. Après, enfin, moi, de ce que j'avais lu, souvent il y avait un peu de marge de manœuvre. Est-ce que vous avez des questions par rapport au scénario, au dialogue? J'ai pas trop expliqué comment j'ai écrit mes dialogues, mais je me dis que si vous avez des questions, ça pourrait être l'occasion aussi. Ah ouais, je vois, belle comparaison. En fait, pour moi, le médium cinéma, que ce soit film ou film d'animation, c'est pour moi la pure fusion du théâtre, de la littérature et de l'art graphique, enfin du dessin, enfin pour l'animation forcément, mais... Tu veux parler du synopsis? Pardon, j'ai pas compris ta question, Luna. Est-ce que tu peux reformuler? Je veux parler du synopsis. Non, non, je voulais parler en fait de voilà comment on écrit vraiment un peu dans le dur un scénario, les questions qu'on se pose, les dialogues aussi, parce que comme je disais, écrire des dialogues c'est autre chose. Et ah, de mon histoire, oui, ah oui, je peux la repitcher un petit peu. C'est l'histoire de Angus qui toutes les nuits rêve d'une jeune fille. Elle lui joue de la lyre et tout ça. Il fait des beaux rêves. Et il en tombe éperdument amoureux. Et sauf que forcément, tout le monde se moque un petit peu de lui parce que tomber amoureux de ses rêves, c'est un peu bizarre. Enfin, voilà. Et du coup, un jour, il décide d'aller la chercher. D'aller chercher la femme de ses rêves.
Et il part, du coup, à travers toute l'Irlande pour retrouver cette femme. Et, euh, et du coup, il va la trouver, bien sûr, puisque c'est dans le titre quand même. Le titre, c'est Angus et la jeune fille cygne. Et sauf que, bah, bien sûr, il va y avoir un petit hic. Elle n'est pas tout à fait disposée, dirons-nous, à, à accepter ses avances comme ça. Voilà. Puisque, eh bien, elle se transforme en cygne. Oh, trop mimou, oui. Oui, oui, non, c'est une légende irlandaise qui date de l'Antiquité, que j'ai trouvée du coup dans un recueil de mythes. Voilà, en plus c'était rigolo parce que bon, moi j'ai beaucoup simplifié, mais c'est une vraie histoire qui permettait aussi dans la mythologie celtique de raconter comment euh, certaines familles de dieux sont liées par mariage ou ce genre de choses, quoi. Puisque normalement dans la mythologie irlandaise, je connais pas encore très bien, hein, je continue de faire mes recherches, j'en ai fait pour le film, mais bon, c'est tellement vaste que fou. Mais donc normalement dans la mythologie irlandaise, antique en tout cas, Angus en fait est le dieu de l'amour, et Caer est aussi une déesse puissante qui est liée aux arts et un petit peu, semble-t-il, à la mort. En tout cas, elle est messagère des dieux sous sa forme cygne, quoi. Il y a plein de choses que j'ai pas compris, mais voilà, faudrait aller voir des archéologues sans doute, mais... Qu'est-ce que tu aimes toi comme mythe, Yuna? Tu connais quoi comme mythologie Parce que là, je parle particulièrement de la mythologie irlandaise, mais forcément, il y en a plein. C'est ça qui est bien. La mythologie grecque surtout. Ouais, c'est souvent celle-là par laquelle on commence. Je m'intéresse beaucoup à la mythologie japonaise aussi. Je me suis jamais beaucoup intéressée à la mythologie japonaise. Elle a l'air très dense et ça doit être passionnant aussi. Tu crois qu'il y a deux trois trucs là dont tu pourrais nous parler sur la mythologie japonaise? Pour faire profiter le chat, ça pourrait être bien. Bien sûr, j'ai mis un... Après, tout le monde commence par la mythologie grecque parce que bah on est sur le territoire français et que bah, ça fait partie de notre héritage culturel. Voilà, mais c'est vrai que du coup c'est important aussi de connaître notre héritage culturel, mais j'aime bien quand les gens aussi vont voir plus loin. J'arrive pas à me relire, c'est dingue. Heureusement que je connais un peu mon film par cœur, mais c'est... Ouais, c'est ça. Hop. J'essaie quand même de recopier ce que j'ai écrit, parce que si il faut penser que après c'est les acteurs qui l'ont joué, et ils ont parfois justement modifié deux, trois petites choses, et du coup je me dis que ça peut être intéressant d'avoir la différence entre ce que j'avais moi écrit vraiment sur papier et ce que eux ont joué. C'est pour ça que j'essaie quand même de me relire et de pas me souvenir des dialogues des acteurs. Alors déjà, je sais que eux, ça vient d'un recueil très ancien avec toute leur mythologie qui s'appelle le Kojiki. Alors, désolé pour les prononciations, hein, mais ok, le Kojiki.
Inazami serait la déesse de la création, mais aussi de la mort. Hmm. Ça, j'aime bien quand ils font ça aussi, comme dans leur cosmogonie. Bonsoir Margot, installe-toi. On retrouve pas mal les mêmes histoires que dans les autres mythologies, ça se rejoint toujours un peu. Ah, ça par contre, c'est sûr que quand on étudie un peu les mythologies, on voit qu'il y a tout de suite des choses qui se recoupent, ne serait-ce que là, tu vois, déesse de la création, mais aussi de la mort. Voilà, c'est le pouvoir de donner la vie, mais aussi de la reprendre. Bon, ça se retrouve aussi beaucoup. Oups, penser. Je me tape point. Alors. Oui, ça parle mythologie, forcément. Ça reste de l'imagination d'humains, donc on retrouve les vices incarnés par les dieux déesses, et aussi, eux, ils ont les yokai, des démons décrits comme très malicieux. Oh, d'accord. Ça a l'air, ça a l'air bourrin aussi, hein, la mythologie japonaise. Il y a l'air d'avoir plein de trucs pour tenter les hommes et les mettre dans des situations improbables. Mais ça doit être trop chouette. C'est bien bourrin. Ouais. Si les premiers trucs que tu me dis, c'est des histoires de vices, de démons, et en plus au pluriel, je me dis, ah, faut pas être un homme dans la mythologie japonaise. Moi, j'arrive avec une histoire d'amour toute pipou. Mais bon. Ouais, eux, les démons, c'est vraiment la personnification des pires vices. Ah ouais, alors que, enfin, si je peux faire une comparaison avec la mythologie grecque, que je connais beaucoup forcément parce que bah, c'est ce qu'on étudie en France, quoi. Euh, les dieux incarnent des vices aussi, mais du coup c'est plus dilué. Soit ils en ont plusieurs et du coup c'est un peu plus adouci, soit c'est toujours très bourrin, mais c'est un instant de folie, genre il l'a fait qu'une fois sur un moment, genre de perdition. Genre comme Hercule qui est frappé de folie et qui tue sa femme et ses enfants, quoi. C'est absolument ignoble, mais c'est un instant dans sa vie, voilà. Moi aussi, je connais plutôt la grecque, la romaine et l'égyptienne. C'est sympa de parler des autres mythologies. Oui, mais même, moi j'aime bien quand justement on peut avoir une vue globale sur un peu toutes les mythologies, quoi. C'est là qu'on voit que ça se recoupe beaucoup.
Hop, 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 hop. Comment je l'écris? Comment je l'écris? Non, comme ça. Ok. Oui, c'était comme ça. Hop. C'est relaxant la petite musique et le bruit du clavier. Petit instant ASMR. Mais voilà, les petits dialogues qui se succèdent. Hop là. Du coup, là, pour l'écriture des dialogues, comme c'était la première fois et que je savais pas faire, c'est très compliqué de faire quelque chose qui a l'air un peu naturel. Alors, là, des fois, par écrit, ça le paraît pas trop, mais en fait, moi, les premiers conseils qu'on m'a donnés, c'est écris quelque chose, quoi qu'il arrive. Euh, ce qu'il faut penser, c'est que les dialogues, c'est jamais gratuit. Ça doit toujours faire avancer l'histoire. Euh, pour les rendre naturels, faut pas hésiter à dire tout haut ce qu'on vient d'écrire. Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à faire un langage écrit. Et donc après, quand on parle, on le dit pas comme ça. Et donc, du coup, le fait de le dire, on va dire ah, mais là, j'ai bouffé tel truc, j'ai enlevé le du, voilà. Et du coup, après, on le réécrit comme un langage oral pour pouvoir le transmettre après à l'acteur. Et malgré ces conseils-là, des fois, j'arrivais pas à faire des choses bien. Euh, c'était un peu compliqué. J'avais tendance à faire des, euh, des dialogues explicatifs, en fait. Et c'est ce qu'il y a de pire, faire des dialogues qui expliquent, où les personnages expliquent ce qui se passe, ou expliquent ce qu'ils font. C'est un petit peu délicat. Enfin, c'est très ennuyeux, en fait, pour le spectateur, du coup, faut éviter de faire ça. Et, euh, et moi, j'y arrivais pas. Enfin, je vous montre pas là, parce que voilà, j'ai pas la cam de brancher. Mais en fait, il y a énormément de ratures sur mes dialogues. Il y a beaucoup de choses qui sont barrées en mode non, pas ça, machin. Euh, ce serait presque intéressant à voir, mais en même temps, ce serait très difficile à lire pour vous. Donc, bon, je préfère ne pas le montrer. Mais je me dis que ça peut se voir parfois dans des anciennes versions du storyboard. Et puisque c'était aussi avec des anciennes versions du scénario. Du coup, je me dis qu'il doit y avoir des erreurs qui sont restées. Puis même dans le film, il doit y avoir des erreurs qui sont restées. Et parce qu'il y en a quand même des petits dialogues explicatifs. Enfin, ne serait-ce que quand KR doit expliquer un truc à Angus, forcément. Mais mais du coup, voilà, l'un des derniers conseils qu'on m'avait donné pour réussir à faire des dialogues qui ont l'air naturels et qui sont plus dans l'oral, on m'avait dit, ben, il faut toujours que tu aies en tête qu'est-ce que le personnage veut à ce moment-là et pourquoi il le veut maintenant. Et du coup, là, par exemple,
dans ce que je viens de recopier un petit peu là devant vous, on a Angus qui, du coup, aborde KR, qui essaie de la convaincre qu'il est amoureux d'elle et que, du coup, elle aurait intérêt à rester auprès de lui. Ou du moins à sortir avec, quoi. Enfin, voilà, à peu près. Lui, c'est ça qu'il veut. Il veut lui parler, il veut qu'elle reste, il veut... Voilà. Et elle, on voit dès le début de la scène, je l'ai pas recopié devant vous le début de la scène, mais on voit dès le début de la scène qu'elle est un petit peu pressée, qu'elle veut pas rester, et surtout qu'elle veut pas qu'il reste. Elle veut surtout qu'il s'en aille, parce qu'elle le connaît pas. Du coup, déjà, il y a conflit, et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, là, le dialogue qui s'installe entre les deux, ben, forcément, du coup, c'est on va dire un peu comme un petit duel d'épée, quoi. C'est moi je veux ça. Ah ouais, mais moi je veux ça. Pourquoi toi tu veux ça? Mais moi je veux ça parce que si la truc machin. Toi, pourquoi tu veux ça? C'est un petit peu l'idée en fait qu'il y a derrière ce dialogue. Et le but pour que le film avance, forcément, c'est d'arriver à un petit peu à un compromis. Parce que sinon, bah, sinon ça n'avance pas. Parce que bien sûr, rien n'est gratuit. Et donc il faut toujours qu'on aille dans une direction. Enfin, moi, je connais la fin de mon film, je sais où ça va, donc je passe mon temps à emmener les personnages et le spectateur à l'endroit que je veux. Et puis, il faut aussi que je trouve un moyen, des fois, de donner des éléments aux spectateurs. Là, par exemple, le dialogue que je suis en train d'écrire, moi, c'est KR et ma couleur préférée, c'est le blanc. Euh, je me suis permis d'écrire ça, le moi, c'est KR, parce qu'en fait, depuis le début du film, on n'avait pas le prénom de ce personnage. Elle s'était pas présentée, ils ont pas dit « Ah bonjour, comment tu t'appelles ?» Parce que ça aussi c'est très artificiel. Et donc il a fallu que je trouve à un moment donné un moyen pour qu'on ait son prénom, en fait. Si vous faites un peu attention dans les films, il y a toujours des petites triches comme ça pour qu'on ait à un moment donné les prénoms des personnages. Il y a toujours par exemple un personnage qui va en appeler un autre « Hey Bobby !» On sait que du coup c'est Bobby, quoi. Du coup, il faut toujours trouver des petites triches comme ça, parce qu'en fait, sinon, parfois, on a du mal à donner les éléments aux spectateurs, parce que ça a dû vous arriver aussi dans la vraie vie. Et des fois, vous rencontrez des gens, et en fait, vous apprenez leur prénom 4 heures plus tard, quoi, parce que ben, on n'a plus 4 ans, et on va pas voir les gens en disant « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Et voilà. Ça peut arriver aussi dans les films qu'il faut trouver des triches pour vous donner assez rapidement le nom du personnage pour que vous puissiez vous y attacher, mais sans que ça fasse enfant de 4 ans, quoi. Je corrigerai les fautes d'orthographe après, hein.
Ça, c'était ce dialogue-là là, que je suis en train de copier, dont je vous parlais, que je trouve un petit peu explicatif et, euh, et que j'ai pas forcément réussi à rendre, je trouve, très naturel. Mais bon, au moins ça fait passer des informations, c'est quand même ce qui compte. Car c'était quand même un élément important du film, de savoir que KR se transforme, que c'est quelque chose de récurrent, qu'il y a une durée qu'elle peut pas changer particulièrement. Euh, et je sais que dans mes premières versions de scénario, personne ne comprenait, enfin le public en gros comprenait qu'elle se transformait à volonté le temps qu'elle voulait, à n'importe quel moment de l'année. Alors que pas du tout. C'est pas du tout ça dans l'histoire et ça a son importance en fait. C'est un peu une contrainte. Donc voilà, fallait que je puisse réussir à le transcrire, que c'est pas non plus quelque chose qu'elle choisit complètement. Elle le subit un peu et en même temps elle s'en accommode parfaitement parce que c'est juste naturel pour elle dans sa vie. Et que en gros, bah, si Angus il va vouloir rester, bah, il faut qu'il s'en accommode aussi, quoi. Aussi, ce qui est important, c'est de trouver, en tout cas dans un médium comme le cinéma, de trouver la juste balance entre ce qui va être dit et ce qui va être montré visuellement. Parce que bah, forcément, ça reste un médium visuel et du coup, il faut normalement plus raconter par l'image. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'apprend. Et je pense que ça reste une bonne chose. De plus raconter par l'image que par la voix. Enfin, c'est un peu bizarre parce que les dialogues sont importants. Mais, mais il faut que le visuel, quand même, comme on voit, je crois, plus vite que ce qu'on entend. Je crois que c'était ça. Enfin, dans la physique de l'être humain, je crois que l'œil perçoit plus de choses que l'oreille, je ne sais plus. C'est pour ça qu'on nous incite à plus travailler le visuel du film, mais bon. Salut Roliben, installe-toi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je crois que tu arrives un petit peu. Bon, on a commencé depuis un petit moment, mais n'hésite pas à poser des questions. Je suis en train de recopier le scénario du coup de mon film, de mon court métrage, et voilà, on est en train de parler un peu scénario, dialogue, tout ça, tout ça. Donc n'hésite. C'est pour ça que, enfin, vous verrez au fur et à mesure que je recopie, il y a quand même des choses où voilà, elle l'interrompt d'un geste, il acquiesce. Je fais exprès d'écrire ces choses-là pour montrer que, et c'est même, ça fait plus naturel. Dans la vraie vie, des fois, on vous pose des questions, vous ne répondez pas toujours absolument par oui. Des fois, vous faites juste un signe de tête ou un petit coucou pour dire au revoir au lieu de vraiment dire au revoir et tout ça. C'est pour ça que c'est aussi important de trouver le juste milieu. Et pour moi, c'est important de le noter directement dans le scénario. Comment on peut être sûr que nos dialogues sont bons? On les fait jouer. Ça aide. Moi, ça m'a aidé de les faire jouer par les acteurs. Et puis surtout, c'est que eux-mêmes, ils ont apporté leur petite touche en fait. C'est pour ça que là, j'essaie absolument de me relire pour vraiment copier ce que moi j'avais écrit. Euh, pour que après, quand vous écoutez le film et que vous le regardez, vous puissiez voir les différences. Par exemple, si vous avez le scénario écrit là, tel quel, sous les yeux, vous verrez qu'il y a eu des petits changements parfois dans certaines phrases pour que comment dire, ça passe mieux dans la manière de dire, dans le flux de langage et tout ça.
ou avec l'émotion. Les changements sont minimes, hein, ils n'ont pas non plus beaucoup changé, mais par exemple, ça peut être du petit changement de enlever un de ou un le, voilà. Je crois que là, par exemple, je viens d'écrire et vous arrivez exactement en ce jour. Ça fait très écrit, voilà. C'est un peu dur à dire. Il me semble que l'actrice, pour aller un peu dans le flux de l'émotion et tout ça, elle a dit plutôt et vous arrivez exactement ce jour. C'est minime et c'est pas moi, ça m'a pas gêné. Euh, mais voilà, c'est pour noter la différence. Et je trouve même que en fait, du coup, ça l'améliore le dialogue. Moi, je l'ai trop écrit en fait. Elle l'a rendu plus oral. Et c'est mieux, de mon point de vue. Je fais également des courts-métrages. Ah, bah c'est trop bien ça aussi. Tu peux en parler un peu dans le chat hein, si t'as envie. Partage. Je renote aussi parfois les, justement les questions que je me posais en écrivant le scénario. Forcément, je pensais à certaines choses aussi visuellement, je peux pas m'en empêcher. Du coup, je mettais des petites notes comme ça, comme là, les saisons passent. Je pense pas que dans un scénario, on va dire classique, il y aurait eu quoi que ce soit de plus. Mais, moi, je me permettais des fois voilà, de déjà mettre mes petites pensées en plus. C'est vrai que c'est compliqué des fois d'écrire des dialogues sans les rendre trop littéraires. Ben oui, parce qu'en fait on passe notre vie à l'école à nous faire différencier le langage oral du langage écrit, ce qui est pas une mauvaise chose, mais forcément après du coup quand on doit donner l'illusion de la vie alors que tous nos éléments de travail sont sous la forme écrite, ben c'est chaud quoi. Forcément c'est c'est un exercice qui peut être un peu compliqué. Après, je pense qu'avec plus d'habitude, comme moi, ça reste mes premiers dialogues. L'avantage, c'est que j'ai la place du coup pour m'améliorer. Mais je pense que des gens qui ont l'habitude d'écrire des dialogues, pour eux, ça doit être très facile ça doit même être plus facile de caractériser les personnages avec le dialogue. Je suis sûre que déjà à l'écrit, ils doivent réussir à, je sais pas, leur donner des accents ou ce genre de choses que moi j'ai pas fait dans mon film parce que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mais ça doit être trop bien ça de réussir à, dès l'écrit, réussir à donner des accents aux personnages ou des manières de parler qui indiquent déjà des choses sur eux, sur leur personnalité, sur leur vie.
Ah, les courts-métrages, mais oui. Oui, exactement, c'est une étape assez complexe, je trouve, de vraiment caractériser nos personnages et de les rendre vivants et attachants. Je trouve que c'est le plus dur, en fait, parce que moi, en plus, dans cette histoire particulièrement, euh, les personnages, très vite, quand on les caractérise mal, répondent très vite aux clichés du prince, de la princesse, et de l'histoire d'amour, au sens très général, qu'on connaît tous. Avec tous les clichés que ça peut avoir, même si c'est très bien de travailler avec des clichés aussi, mais c'est pas un reproche. Mais c'est vrai que du coup, parfois, quand on a envie d'emmener le spectateur à un endroit précis et que les gens se raccrochent aux clichés parce qu'on leur a pas donné assez de caractérisation pour qu'ils sachent où on va, bah du coup, forcément, là, le cliché, il nous embête un peu, quoi. Et je dis pas que je les ai pas rendus un peu clichés, mes personnages, mais ouais, c'est c'est bien pour guider et en même temps faut pas que ça devienne faut pas que ça devienne une gêne quoi le cliché. Et j'irai regarder aussi ton lien après après le stream. C'est gentil en tout cas de partager, hein. N'hésitez pas du coup à aller voir le travail de Rolly Ben Person. Ça doit être sans doute très bien. J'ai pas encore vu mais je le vends quand même. Euh, je trouve aussi que merci de vendre à l'aveugle. Mais oui, non, mais pas de problème. je, je trouve aussi que pour caractériser les personnages, ce qui est pratique, c'est de leur faire. Enfin, moi, ce que j'aime bien leur faire faire, c'est justement des activités que on a tous fait. Enfin, la plupart des gens, quand même, ont fait. Je trouve que ça permet de connecter, de se dire, il est comme moi. Là, je suis en train de copier une partie du scénario où, du coup, voilà, Angus bah, donne du pain à des canards. Ça n'était pas du tout dans l'histoire originale, surtout que moi, j'ai changé le fait que je leur ai enlevé en fait toute cette divinité qu'avaient les personnages à la base et je les ai rendus un peu monsieur et madame tout le monde. Et du coup, je m'étais dit, mais quitte à les rendre monsieur et madame tout le monde, autant leur faire faire des choses de monsieur et madame tout le monde. Et du coup, bah, cette petite idée de Angus qui donne du pain à des canards, bah déjà, je trouve que ça le rend sympathique. Et en plus, les gens peuvent se dire, ah, il est un peu comme moi. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui donnent du pain aux canards. Et puis c'était l'occasion de faire une petite blague et de rendre le film aussi un peu plus léger. J'ai fait des fautes partout. Je tape tellement vite que je vois que j'en ai mis vraiment partout. La relecture va être longue. Mais merci pour ton abonnement. Bienvenue dans la famille Bonbonni, comme j'ai dit aussi à Yuna tout à l'heure. Euh,
Oui, leur faire faire des activités banales, ça permet aux spectateurs de mieux s'identifier au personnage. Tout à fait, voilà, on est d'accord. et, euh, et je trouve que parfois dans les films actuels, ça se perd un peu, ça. Bon, forcément, je trouve que les films actuels aussi traitent beaucoup de personnages qui sont pas... c'est des super-héros, quoi, enfin beaucoup. Euh, et je trouve qu'ils font des choses très extraordinaires et pas assez ordinaires pour qu'on vraiment on se dise ouais, moi aussi un jour je serai Captain America. Je sais pas, mais bon, j'ai pas envie d'être Captain America, mais c'est pas le problème. Mais enfin, voilà, des fois je me dis faire des petites choses du quotidien comme ça, je trouve que c'est important. Oui, perso, je suis pas fan des films de super-héros. Moi non plus. J'ai totalement décroché de ce cinéma-là. C'est pas du tout mon truc, quoi. Je trouve ça bien d'avoir quand même des personnages comme ça surhumains et qu'on n'ait pas que des humains. Enfin, voilà, on parlait tout à l'heure en début de stream de mythologie et tout, les dieux comme ça, j'aime bien. C'est important aussi d'avoir des personnages qui ont des capacités extraordinaires. Mais, par exemple, moi je préférais le Spider-Man de Sam Raimi. Avec Peter Parker qui au début bah, c'est Peter Parker quoi, c'est un humain tout ce qui est de plus banal, voire presque un peu loser, et c'est pas parce qu'il a des super pouvoirs que pouf magiquement tout lui réussit, au contraire ouais, il arrive même pas à sauver son oncle quoi, son oncle meurt et de sa faute quoi. Et ça c'est hyper important je trouve pour faire un personnage avec des grandes capacités attachant. Je trouve que Spider-Man, juste à cause de cette construction là, est très attachant. Hier, j'ai revu E.T. et ça, c'est du bon cinéma. On s'identifie à mort au personnage avec le gosse, vraiment comme tout le monde. Ça fait super longtemps que j'ai pas vu E.T. Alors, je te crois. Mais j'avoue que E.T., je crois que la dernière fois que je l'ai vu, j'étais toute petite. Après, Spielberg, je trouve qu'il arrive souvent à rendre les personnages attachants, et très rapidement. Spielberg, c'est un génie, je trouve. Moi, ce que j'aime bien dans les films de Spielberg, c'est la manière qu'il a de bouger la caméra sans qu'on le voit. Euh, je saurais pas trop comment expliquer, mais enfin, moi je le vois bien dans ma tête forcément, mais parce que c'est très visuel. Il fait souvent des mini plans séquences où les acteurs sont en train de jouer et où, par exemple, ça commence sur un gros plan et puis ça dézoome, on est sur un plan, je sais pas, à taille. Et puis hop, le personnage tourne et s'arrête pour prendre un truc sur la table et hop, ça rezoome sur la table et hop, on revient sur je sais pas, sur le plan serré sur le visage du personnage qui est par exemple, je sais pas, en train de regarder ce qu'il a pris dans sa main justement et hop. Et ça, il le fait en petits plans séquences en faisant juste bouger la caméra avec des zooms, des dézooms et en suivant le personnage. Et on a à chaque fois trois valeurs de plan. Souvent, il le fait avec trois valeurs de plan différentes. En une seule prise, en fait, au lieu que chaque plan soit découpé pour chaque valeur. Et moi, je trouve ça super bien. Après, je le fais rarement dans mes films parce que bah, moi, je fais de l'animation et que l'animation, c'est long. Donc voilà, c'est parfois plus facile en animation de couper les plans que de faire des plans séquences. Mais c'est un procédé que j'aime beaucoup chez Spielberg, que j'aime bien.
Mais aussi, je pense que ce qui marche, c'est que les enfants sont vraiment joués par des enfants. Ah, dans les films de Spielberg? Ou dans E.T. peut-être. C'est pas facile de faire jouer des enfants. Mais c'est vrai que c'est agréable à voir dans ces films, que ce soit vraiment des enfants qui jouent des enfants et qui soient pas trop éloignés de l'âge de leur personnage aussi. Parce qu'on a toujours tendance à prendre des acteurs plus vieux que l'âge des personnages réels. Et je trouve que c'est ça qui était bien aussi dans la saga Harry Potter. Quoi qu'on en dise, comme ils ont enchaîné les films et tout ça, les acteurs ont pas beaucoup vieilli par rapport à l'âge de leur personnage en fait. Et je crois que pour le premier film, ils avaient exactement l'âge de leur personnage. Il me semble. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'agréable. Hop, voilà. Eh ben, on a bien avancé. On a bien avancé. On a recopié toute une page à peu près. Donc c'est pas mal. Hop. Un peu plus d'une page d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions sur le scénario encore, sur les dialogues, tout ça, tout ça? Je vais en profiter pour essayer de corriger un petit peu là mes fautes de frappe avant de continuer, que j'ai pas trop à revenir plus tard. Hop, ça je vais poser là. Ah mais non, mais super, je me rajoute des fautes, c'est tellement mieux. Après, c'est quelque chose que je me suis toujours demandé, je ne sais pas comment Spielberg fait pour avoir une caméra aussi fluide. Je trouve que dans tous ses films, peu importe les évolutions techniques et tout ça, dès le début, il avait des caméras hyper fluides avant même vraiment le Steadicam et tout ça. Je me demande comment il a fait, je me suis jamais vraiment renseignée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien dans son cinéma. Hop. Ah, ça s'écrit pas comme ça, caquettement. Hop. Ma souris n'a peut-être plus beaucoup de piles, ça va aller. La liste de Schindler sont meilleures. Moi, en fait, j'ai bien aimé. Je le trouve très beau aussi, le noir et blanc et tout ça. Par contre, je l'ai trouvé quand même un poil long, la liste de Schindler. Mais ah, c'est que du coup, il y a qu'un seul T et forcément, du coup, il y a un accent. Ok. Caquettement. Très bien. Mais oui, 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 après, honnêtement, Spielberg, rater un film, là, comme ça, j'ai pas d'idée, tu vois. Je me dis pas, ah non, ce film de Spielberg, oh, bon, vraiment nul, hein. J'ai l'impression qu'il a fait que des bons films. C'est incroyable. Mais bon, voilà.
Son dernier, Fableman, j'ai adoré aussi. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai raté quand il était au cinéma et du coup, je sais pas s'il est sorti sur les plateformes de streaming. Je suis pas sûre. Faudrait que je regarde. Ça parle de quoi déjà, son dernier? Ouh. C'est une autobiographie sur son enfance et comment il prend goût au cinéma, tout ça. Oh! Ah ouais! Je me souviens que j'avais vu la bande-annonce, mais en fait, moi maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde les bandes-annonces, mais je coupe le son. Parce que je trouve qu'ils ont tendance à en dévoiler un peu trop dans les bandes-annonces. Et, et du coup, bah oui, de par les images, j'avais vu que ça se passait, bah, en gros, on va dire au début du XXe siècle, quand même. Et que c'était un jeune homme qui avait l'air de se passionner pour le cinéma, mais je savais pas que c'était une autobiographie, que c'était basé sur sa vie. Je... Ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, je crois pas qu'il ait déjà abordé des choses aussi personnelles dans sa filmographie. Enfin, ou alors ça devait être plus caché et moins direct. Mais parce que je pense qu'il y a toujours quelque chose un peu personnel dans chaque film. Mais... Déjà, ne serait-ce que parce que je pense qu'on fait un film parce qu'on aime bien ce qu'on raconte. Donc déjà, ça dit quelque chose sur nous. C'est clairement son film le plus personnel. Bah, si, si c'est une autobiographie. Mais le personnage, c'est vraiment Steven. Enfin, il s'appelle Steven et tout ça. Ou c'est un peu caché quand même. Et genre, il s'appelle Georges. Je sais pas. Non, il a changé les noms, mais c'est vraiment l'enfance qu'il a vécue. Ah, d'accord. Parce que je me dis, faire une autobiographie quand on est encore vivant, euh, bah forcément, les gens qui ont vécu avec nous, quand même, on peut espérer qu'ils soient aussi encore vivants. Parce qu'il est pas très vieux, Spielberg, quand même, encore. Enfin, si, il y a forcément des gens qui sont morts, genre ses parents, mais. Mais voilà, enfin. D'autres personnes de son âge qui, eux, sont pas morts, donc ça peut parfois être un peu problématique. Ça, là, juste ce petit dialogue que je viens d'écrire là. Angus qui dit juste allez où? J'ai tellement galéré. J'ai tellement galéré pour juste simplifier au maximum et dire mais qu'est-ce qu'on.
est-ce qu'on prononcerait en fait vraiment à l'oral? Je crois au début j'avais écrit quelque chose comme parce que là je l'ai pas sur cette version, mais je sais que je l'avais écrit plusieurs fois, que j'avais galéré et que c'était j'avais dû écrire d'abord des ah et ce serait pour aller où? Des trucs comme ça, enfin des phrases hyper longues alors qu'on parle jamais comme ça. Je commence à avoir du mal à taper. Oh, je fais des fautes partout. Tu as mis combien de temps à finaliser le scénario? Je me souviens pas bien. Parce qu'en fait, j'ai jamais cessé de le. Enfin, c'est que j'ai. On va dire, j'ai jamais cessé de le retoucher à chaque étape. En fait, je me souviens que comme c'était pour mon année de soutenance, on m'avait donné une échéance et donc je l'avais entre guillemets respectée. Je crois que je l'avais à peine dépassé de quelques semaines. Mais on avait dû me donner une échéance de il faut finir ton scénario absolument en novembre, ce qui a été le cas. Parce qu'après, on me demandait de finir le storyboard en février, ce qui n'a pas été mon cas. Mais du coup, je me souviens que le scénario, la première version, effectivement, je l'avais pas retouché. Mais en fait, quand je faisais mon board, euh, par exemple, je me permettais de, comme j'avais pas encore embauché les acteurs et tout, que j'avais pas pu les enregistrer, euh, ce que je faisais, c'est que pour mettre mon storyboard en animatique et timer les scènes, j'écrivais le dialogue en dessous. Je le prononçais moi à voix haute en me chronométrant et je mettais ah bon bah il faut 4 secondes pour prononcer cette phrase. Et je du coup mettais la durée du plan 4 secondes et demie par exemple. Pour avoir un peu de temps avant, un peu de temps après. Et puis parce que je m'étais dit, moi des fois, moi je le prononce comme ça, et peut-être que l'acteur aura besoin d'un petit peu plus de temps, ou qu'il ira plus vite, mais c'était pour faire une moyenne. Et du coup, comme je disais tout à l'heure dans le live, euh, je... c'est là que parfois je me rendais compte que j'avais fait des dialogues trop écrits et pas assez oraux. Euh, Et du coup, je l'ai retouché à ce moment-là. Et après, je revenais sur mon scénario quelques mois plus tard, je relisais les trucs, je fais ah bah oui, mais en fait, je les ai changés les dialogues. C'est pour ça qu'en fait, là, sur mon OneNote, j'ai une fiche dialogue séparée, parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à les réécrire de manière séparée pour les rendre plus oraux. Et c'est ça que j'ai confié après aux acteurs. Et que c'est pour ça que dans certaines versions du scénario, il y a des dialogues très 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 écrits, qui n'ont plus rien à voir avec ceux que j'ai confiés déjà aux acteurs. Donc du coup, combien de temps j'ai mis à finaliser le scénario? C'est un peu difficile à dire parce que on va dire que j'ai finalisé le scénario quand j'ai finalisé le storyboard, quoi. Parce que pour moi, les deux faisaient des allers-retours. Mais voilà. C'est un peu. Et du coup, tu vas me demander combien de temps j'ai mis à finaliser mon storyboard. Eh ben, j'ai mis toute la totalité de l'année dedans.
le droit pour ma soutenance, mon film de fin d'études. Donc en gros j'ai mis de septembre à juin. Et après plus tard j'ai fait quelques retouches, mais ça j'avais pas du tout compté, donc je sais pas. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai mis. Mais on va dire, allez, une année 12 mois. Parce qu'après je sais que j'y ai passé plusieurs mois à faire quelques retouches, mais allez, on va dire un an pour faire scénario et storyboard au complet. Mais voilà. Écoutez, on a bien avancé, on a fait 2 pages de scénario recopié là, donc du coup, moi ça me va pour ce soir, et, euh, et je pense que je vais m'arrêter là, puisqu'on est bientôt à 1h30 de stream, et que c'est déjà très bien. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je reste un petit peu dans le chat. J'espère que vous avez bien aimé ce petit stream scénario. Et puis du coup, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, ça a dû passer dans le chat, mais n'hésitez pas du coup à aller sur la chaîne YouTube, il y aura le rediff de la session au complet, là, comme on fait à chaque fois, on rediff tous nos lives sur YouTube. Et voilà, vous pourrez retrouver tout le stream au complet. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce stream, et puis bon week-end à tous. Bonne semaine aussi. On se retrouve du coup la semaine prochaine.